sur ce webinaire intitulé Coronavirus, toutes vos questions et réponses. Ce webinaire vous est proposé par le comité scientifique ProAnima et le comité scientifique Antidote Europe. Donc, dans un premier temps, le vétérinaire André Ménage va animer une petite conférence sur ce sujet qui est plus que jamais d'actualité. N'hésitez pas tout au long de cette présentation à poser vos questions aussi bien dans la boîte questions-réponses que dans l'onglet conversation, et toutes vos questions seront ensuite posées à la fin de la présentation d'André Ménage. Donc, on vous espère très nombreux sur ce webinaire et très nombreux à nous poser des questions qui sont plus que jamais d'actualité. André, je te laisse la parole. Merci Isor. Donc, ce webinaire, une collaboration entre le comité scientifique de ProAnima et le comité scientifique d'Antidote Europe. Le coronavirus est toujours d'actualité et donc je pense que c'est important d'apporter des informations surtout aux militants et aux associations de droits des animaux et de protection animale. Donc, alors, normalement, hop, voilà. Donc, qu'est-ce le SARS-CoV-2? Alors, pour juste bien expliquer la différence, le virus, le coronavirus s'appelle le SARS-CoV-2. La maladie s'appelle la COVID-19. Et c'est pour ça qu'on parle de la COVID-19, donc la maladie, et le SARS-CoV-2, le coronavirus. Alors, voilà un beau dessin. Pour ceux qui s'intéressent à la biologie moléculaire, donc c'est un virus de brin unique de ARN. Et vous voyez donc les petites projections, les petites pointes, si je peux dire. Et ces pointes représentent plus ou moins la clé pour entrer dans les cellules. Et le récepteur de nos cellules, la serrure, le récepteur le plus important s'appelle AS2. Alors, AS, pas comme dans les jeux de cartes, mais AS comme dans balle de service au tennis. Donc, ACE. ACE2, c'est le nom du récepteur. Alors, vous allez comprendre plus tard pourquoi c'est très important de comprendre qu'il y a des différences des toutes petites différences entre le récepteur, ce même récepteur chez les différentes espèces et chez les humains. Parce que, en l'occurrence, le coronavirus qui concerne l'humanité, les personnes, notre récepteur, vraiment, c'est la serrure parfaite pour cette clé. Et donc, heureusement, vu des toutes petites différences avec nos animaux de compagnie, les animaux de ferme, etc., ces animaux-là, vous allez voir tout à l'heure, sont beaucoup moins susceptibles. Alors, il s'agit donc de maladies que l'on appelle des zoonoses. Ce sont des maladies transmissibles. Ça peut être des bactéries, des virus, des parasites, etc. Donc, normalement, c'est de l'animal à l'homme. Alors, ça peut passer également à l'inverse, mais c'est plus souvent, quand on parle de zoonose, c'est plus souvent de l'animal vers l'homme. Alors, une première hypothèse, c'est que le coronavirus a débuté, ou l'origine du coronavirus est la chauve-souris. La chauve-souris est porteuse de beaucoup de virus. Alors, pas tous ces virus sont dangereux pour l'homme, et en l'occurrence, le coronavirus qui concerne l'homme est un peu différent du coronavirus qu'on trouve dans les chauves-souris. Ça veut dire que si c'est vrai que le virus est originaire à partir de la chauve-souris, eh bien, il a dû muter. Et c'est vrai pour plusieurs virus qu'on trouve chez la chauve-souris. Le virus n'est pas dangereux pour l'homme
immédiatement. Il doit muter. Il doit muter. Alors, la première hypothèse, c'est que ce virus a été transmis peut-être de la chauve-souris au pangolin et du pangolin à l'homme. Donc, il a dû muter. Et donc, on trouve une ressemblance, beaucoup de similitudes entre le coronavirus chez la chauve-souris et chez l'homme, mais également le pangolin, un peu moins chez le pangolin et l'homme. Et donc, il y a une problématique avec cette hypothèse. Ça ne va pas, ce n'est pas tout à fait net. Et puis, il faut se poser la question, comment est-ce que le pangolin croise une chauve-souris? Peut-être dans les marchés vivants, peut-être, bien que je pense que la plupart des animaux sont tués au marché vivant. Donc ça, c'est une première hypothèse. Une deuxième hypothèse, c'est que ce virus est sorti ou s'est échappé d'un labo. Alors, il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Donc, on n'est pas encore certain de l'origine de ce fameux coronavirus. Donc, il y a deux hypothèses principalement. Et donc, la deuxième, c'est que c'est un virus qui s'est échappé d'un labo. Alors, les conditions qui favorisent la création des zoonoses les plus dangereuses, eh bien, d'abord, garder des animaux sauvages en captivité, contact entre hommes et animaux sauvages. Quand j'utilise le mot homme, c'est les hommes et les femmes. Hein, okay? Donc, contact entre hommes et animaux sauvages, la surpopulation d'animaux et le manque d'hygiène, la destruction des écosystèmes et le commerce et le trafic d'animaux sauvages. Donc, on va traiter chacun de ces sujets. Voilà, donc les animaux en captivité. Alors, prenons l'exemple des canards. Les canards sont normalement dans l'eau et sur la terre. Et les virus, ils portent des virus. Donc, la virus de la grippe, par exemple, on pense que le canard est porteur de ce virus. Et ce virus, normalement, qui a évolué avec chaque espèce, les virus propres pour chaque espèce ont évolué pendant des siècles et des siècles et même plus, même peut-être des centaines, des milliers d'années. Et donc, normalement, il y a une sorte de symbiose entre le virus et son hôte. Et donc, dans l'exemple du canard dans l'eau, eh bien, le virus entre par la bouche du canard, il sort par derrière dans l'eau et il est avalé par un autre canard et tout se passe bien. Au moment où l'homme sort le canard de son environnement naturel et le place sur la terre, et le canard n'a plus d'accès à l'eau, eh bien, c'est tout à fait possible que le virus va muter afin de permettre sa transmission par l'air. Au lieu de l'eau, maintenant par l'air. Donc, c'est tout à fait possible que l'homme a créé un virus qui auparavant était inoffensif. Eh bien, il a créé un virus, on l'a obligé de muter pour survivre. Et donc là, il est maintenant transmissible par l'air. Donc, quand on éternue, etc., etc. Donc, ça, c'est un exemple de ce que mettre des animaux en captivité, des animaux sauvages en captivité, ce que ça peut provoquer par rapport au virus. Alors, des conditions insalubres. Alors, oui, si les conditions sont propres et hygiéniques, tout à fait dans des refuges où il y a des porcs et des poules, etc., eh bien, normalement, tout se passe bien. Mais dans certaines conditions, si les conditions sont insalubres, là vous avez dans l'image, vous avez des porcs, vous avez des poules, vous avez même un chien à droite. Ces conditions favorisent les mutations des virus. Donc, un virus peut muter, peut sauter d'une espèce à l'autre. Et donc, vous avez des virus qui sont effectivement une partie porc, une partie poule, une partie autre chose. Et à un moment donné, ce virus peut muter et s'adapter à l'homme. Donc, à nouveau, vous voyez comment l'homme crée des conditions favorables pour la création des zoonoses. Donc, passons à l'élevage intensif. Dans la nature, les animaux ont plein d'espace
elles peuvent s'éloigner les uns des autres. Et là, vous avez à droite l'idéal, donc vraiment des grands espaces. Et c'est comme ça que la nature a évolué avec les virus. C'est-à-dire que pour le virus, ça ne vaut pas le coup de tuer son hôte. Parce que s'il tue l'animal, eh bien, il va disparaître. Tandis que à gauche, vous voyez que quand les animaux sont entassés et l'un à côté de l'autre, eh bien, le virus n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'il peut muter, il peut devenir beaucoup plus virulent, beaucoup plus pathogène, beaucoup plus méchant, parce qu'il n'a rien à perdre. Il peut tuer l'animal parce que déjà, il a passé à l'autre. Et à nouveau, nous voyons comment l'élevage intensif et les pratiques de l'homme, les pratiques tout à fait contre la nature, des pratiques pas naturelles, favorisent l'évolution des virus, donc qui sont transmissibles d'abord par l'air, qui sont transmissibles d'une espèce à l'autre et qui sont beaucoup plus virulentes parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et donc, nous voyons ce cycle, si vous voulez. Donc, là, nous avons créé les conditions qui favorisent la création des zoonoses les plus dangereuses. Et donc, en l'occurrence, certaines souches du virus H1N1 sont endémiques aux humains. Donc, ça, c'est la grippe saisonnière. D'autres aux oiseaux, ça, c'est la grippe aviaire. Et d'autres aux porcs, la grippe porcine. Alors, maintenant, passons au marché vivant. Donc, à nouveau, ce sont des conditions insalubres, des conditions pas naturelles. C'est un contact trop proche, trop étroit entre l'homme et des animaux sauvages que normalement, si vous voulez, au cours de l'évolution, eh bien, c'est très, très rare que l'homme aurait croisé ces animaux. Et s'il aurait croisé, eh bien, rien, si on se croise et on se voit de loin, il n'y a pas de mal. Mais si on attrape ces animaux et on les tue et on les mange, eh bien, on sait très bien que quasiment tous les serpents et beaucoup d'autres reptiles sont naturellement contaminés par la salmonelle. Et donc, c'est un risque. Toutes les personnes qui ont des serpents, par exemple, à la maison, eh bien, ces gens-là risquent d'attraper la salmonellose. Alors, la destruction des écosystèmes. En détruisant les écosystèmes, donc les forêts, etc., nous obligeons les animaux de venir plus proches de chez nous, ou plutôt nous nous approchons d'eux en construisant des bâtiments et des villages et des cités très proches de la nature. En même temps, les animaux sont de plus en plus entassés parce qu'ils n'ont plus ce même espace de s'éloigner les uns des autres. Et donc, à nouveau, ça favorise l'évolution des virus plus virulents, vu cette proximité entre individus. Et donc, ce que nous venons d'évoquer, c'est donc le trafic des animaux exotiques. Alors, ça peut être les animaux exotiques dans le cadre du marché illégal, mais également dans le marché légal. Et donc, vous voyez l'exemple des serpents. Eh bien, les serpents sont tous quasiment porteurs de salmonelle. Alors, je veux également mentionner le fait que la plupart des gens savent comment s'occuper d'un chien ou d'un chat, mais dans le cas des serpents, ben, un serpent qui peut vivre 25 ans, 30 ans dans la nature, quasiment 3/4, donc 75% des animaux exotiques comme les serpents qui sont achetés dans des magasins, etc., après 1 an, ils sont morts. Ils sont morts parce que les gens ne savent pas comment les soigner. Et également, c'est très difficile de donner à un serpent des conditions naturelles pour quelqu'un qui habite un appartement et qui détient son serpent dans une petite case, quoi. Donc, voilà. Donc 75% des reptiles et des animaux comme des serpents sont morts dans les premiers 12 mois de l'achat. Alors, passons à
deuxième hypothèse, donc que le virus aurait pu s'enfuir d'un laboratoire. Alors, les laboratoires les plus sécurisés au monde sont appelés P4, comme le labo en Chine, à Wuhan. C'était un labo P4 qui avait été construit en collaboration étroite avec la France. Donc, nous avons en France 2 labos P4. Ce que je trouve bizarre, c'est que ces labos se trouvent en ville. D'abord, c'est très dangereux. Sachez qu'on est en train de manipuler des pathogènes hautement dangereux pour la santé humaine dans ces labos. Et nous avons également à Fontenay-aux-Roses un labo de P3, également des pathogènes très dangereux. Je pense que c'est une question, c'est un sujet que les élus devraient prendre en compte. Comment est-ce possible qu'on permet aux chercheurs de manipuler des pathogènes hautement dangereux en centre-ville? C'est une aberration. Si c'était vraiment tellement essentiel, eh bien qu'on construit quelque chose très très loin des habitations. Mais là, c'est vraiment en plein ville. C'est incroyable. Mais je pense que c'est parce que très peu de personnes s'aperçoivent. Alors, on nous dit que les labos de niveau de sécurité P4 sont ultra sécurisés. Cependant, eh bien, on soupçonne qu'il pourrait y avoir une fuite du labo P4 à Wuhan en Chine, mais également, ça on soupçonne. Mais là, on a ici, avec l'exemple que vous avez devant vous, au Royaume-Uni, il y a eu une fuite d'un virus qui provoque la fièvre apteuse il y a quelques années. Et donc, ça a provoqué une pandémie, si vous voulez, chez les vaches, en proximité de ce laboratoire. Donc, pour vous dire que c'est quasiment impossible d'isoler de façon 100% ou de sécuriser de façon 100% ce genre de labo. Alors, quant à nos animaux de compagnie, parce que évidemment, ça concerne beaucoup de gens, eh bien, comme je vous ai dit au début du webinaire, en ce qui concerne les animaux de compagnie et les animaux de ferme, globalement, ils sont beaucoup moins susceptibles à la COVID-19 que l'homme, principalement parce que leur récepteur, la serrure de leurs cellules, est moins adaptée à la clé, donc les pointes sur le coronavirus. Alors, d'abord, donc, ils sont beaucoup moins susceptibles, premièrement. Deuxièmement, ils ont donc quasiment pas de symptômes. Et troisièmement, ils ne transmettent pas la maladie à d'autres. Donc, avec l'exception, si vous voulez, des jeunes chats. Alors, il me semble que cette étude ou ces études ont été faites en Chine. Donc, on a pris des jeunes chats parce qu'on a remarqué que les jeunes chats sont un peu plus susceptibles à ce coronavirus que les autres espèces. Alors, dans des conditions de laboratoire. Donc, attention, ce sont des conditions de laboratoire. Je pense que les animaux sont très proches les uns des autres. Alors, peut-être dans des cages ensemble toute la journée, du matin jusqu'au soir. Ils sont exposés à des très hautes doses du virus. Et troisièmement, il faut prendre en compte que ces animaux sont stressés. Le stress diminue l'immunité du corps. Pourquoi je dis qu'ils sont stressés? D'abord, dans des conditions de labo, ils sont stressés. Il y a des études qui montrent que les conditions de labo, le fait, par exemple, de faire des prises de sang tous les jours, de peser les animaux, etc., ça les stresse. Donc, c'est la raison pour laquelle, même si on a réussi à faire transmettre le virus d'un jeune chat à un autre jeune chat, il faut prendre en compte le fait que ce sont des conditions tout à fait artificielles de labo. À ce jour, et à ma connaissance, il n'y a aucune étude qui démontre que nos animaux de compagnie peuvent nous transmettre la maladie. Le risque est beaucoup plus haut à l'inverse. Ça veut dire que nous pouvons transmettre le virus, mais comme je vous ai dit,
les animaux sont beaucoup moins susceptibles, donc vraisemblablement, soit ils ne vont pas l'attraper. S'ils l'attrapent, ils seront asymptomatiques, ils n'auront pas de symptômes. Donc, on va rien voir, l'animal va continuer à bien vivre, à bien manger, etc., etc. Et finalement, ça se passe bien. Alors, concernant la COVID-19 et la recherche médicale, malheureusement, beaucoup de chercheurs ne se contentent pas du fait qu'il existe déjà beaucoup de données humaines. Vu que cette pandémie est tombée sur l'humanité si vite, eh bien, tout de suite, on a eu des données humaines, forcément. Et les chercheurs ont essayé des traitements, donc des médicaments déjà connus sur des gens avec plus ou moins de succès, etc. Mais si vous voulez, les chercheurs n'ont pas eu le temps de tester ces animaux. Maintenant, ils commencent. Maintenant, ils cherchent des modèles animaux pour une maladie qui est vraiment ciblée à l'homme et très particulière à l'homme. Comme j'ai expliqué au départ, les pointes du coronavirus, c'est vraiment la clé qui est tout à fait ciblée pour la serrure, donc les récepteurs sur les cellules humaines, plus que toute autre espèce. Et donc, à mon sens, c'est une aberration d'essayer de reproduire une maladie particulièrement humaine et avec tant de données, toutes les données que nous avons aujourd'hui issues des humains. Nous avons des échantillons, des résultats pleins, tout ce que vous voulez. Et donc, pour moi, c'est dommage qu'il existe toujours des chercheurs dans leur bulle qui veulent absolument essayer de reproduire cette maladie chez les différentes espèces. Eh bien, à présent, ils ont tous eu, les chercheurs ont eu beaucoup d'obstacles. Ils n'ont pas réussi à trouver le modèle qui représente la maladie chez l'homme avec tous ces différents aspects, toutes ces différentes formes. Malheureusement, ils continuent à chercher. Alors, si vous voulez, c'est un peu la chasse à la sorcière. Et donc, les chercheurs se posent la question, quelle espèce est responsable pour cette pandémie? Est-ce que c'est la chauve-souris? Est-ce que c'est le pangolin? Eh bien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, oui, le coronavirus chez l'homme ressemble beaucoup à celui de la chauve-souris, mais il a dû muter. Ça veut dire qu'on n'a pas attrapé directement de la chauve-souris. Il a dû muter, il a dû soit passer par un autre animal, soit par le biais des marchés vivants et autres. Donc, il ne faut pas pointer du doigt ces animaux. Donc, en réalité, l'espèce responsable, c'est l'homme, c'est nous. Soit à partir de l'hypothèse des marchés vivants, soit à partir de l'hypothèse que c'est un virus qui s'est échappé d'un labo. Alors, je veux juste, en 2 secondes, parler des xénogreffes, parce que c'est malheureusement toujours le rêve de certains chercheurs qui pensent qu'on peut trouver des organes comme des pièces de rechange pour nos corps, tout simplement en modifiant génétiquement des espèces comme les porcs. Parce que le porc, plus ou moins, sa taille correspond à l'être moyen. Alors, sachez qu'on n'a toujours pas résolu les 2 problèmes basiques. Le premier problème, c'est le rejet de l'organe par notre système immunitaire. Donc, un organe animal est considéré comme un objet étrange et donc notre système immunitaire va se mobiliser pour le rejeter. On n'a toujours pas résolu ce problème-là. Le deuxième problème, c'est les virus et autres. Donc, il y a également des prions. Les prions, c'est par exemple la maladie de la vache folle. Donc, il y a des organismes encore plus petits que les virus que les animaux peuvent nous transmettre. Et donc, même si on réussit à modifier génétiquement les porcs pour qu'ils n'ont pas un virus en particulier, eh bien, il y aura peut-être autre chose. Donc, c'est une pratique très, très dangereuse. C'est presque, parce que là, on dépasse toutes les barrières naturelles, si vous voulez. Parce que quand même, quand vous avalez quelque chose
eh bien, ça doit passer par pas mal d'obstacles, y compris l'acide hydrochlorique dans notre estomac, etc. Tandis qu'un xénogreffe, c'est direct, ça dépasse tout ça. Ça contourne tout cela. Et donc, c'est une pratique très, très, très dangereuse. Et de temps en temps, il y a des chercheurs qui disent non, mais il faut essayer, etc., etc. Et puis, heureusement, on laisse tomber l'idée, mais après quelques années, à nouveau, il y aura un chercheur qui va dire oui, j'ai réussi, etc. Très dangereux. Alors, on parle beaucoup de vaccins. Donc, on parle beaucoup de vaccins pour prévenir le coronavirus. Alors, les vaccins, la vaccination, le système immunitaire, c'est un sujet très, très, très complexe. À mon avis, 10 webinaires ne suffiront pas. Tout ce que je voulais vous transmettre à partir de ce webinaire, c'est qu'il faut éviter à tout prix d'utiliser des animaux et leurs virus pour fabriquer des vaccins destinés à l'homme. Donc, nous avons actuellement des vaccins qui sont cultivés dans des cultures cellulaires d'origine animale, ce que je trouve aberrant. Également, et actuellement en Angleterre, un des vaccins qui passe en essai clinique chez l'homme utilise un virus issu du chimpanzé, un virus génétiquement modifié du chimpanzé. Et cela, on va injecter dans des gens. Je trouve ça une aberration. À nouveau, c'est un sujet très, très, très complexe, mais je voulais tout simplement soulever ces faits pour que les gens sachent que cela existe, c'est une aberration. Il ne faut plus, parce que pour moi, je ne vois pas de différence entre le marché vivant et injecter des produits dans le corps humain issus de cultures cellulaires animales et des virus d'origine animale génétiquement modifiés. Je trouve ça une aberration. Alors, il existe des méthodes in vitro, donc des méthodes substitutives pour la recherche concernant les vaccins, la vaccination, le système immunitaire. Et là, vous avez un système très performant. Donc, c'est un système qui a été racheté par Sanofi Pasteur aux États-Unis. Et vous avez le lien sur YouTube en bas. C'est à peu près 4 minutes, c'est en anglais, et ça vous explique comment fonctionne ce système in vitro. Donc, c'est ce système très performant qui est une simulation du système immunitaire humain. Alors, il y a évidemment d'autres systèmes in vitro, mais je trouve que cela est un très, très bel exemple. Alors, juste un mot sur les tests sérologiques. Donc, on parle beaucoup dans les médias des tests qui ne sont pas fiables, donc des faux positifs, des faux négatifs, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de tests sérologiques, ils ne sont pas tous aussi performants. Mais je vous donne un exemple où un test sérologique, on a testé une papaye, et là, ça donnait un résultat positif pour le coronavirus. Donc, évidemment, il faut exiger des tests sérologiques fiables. Et du coup, nous avons aujourd'hui la possibilité d'utiliser ce que l'on appelle des bibliothèques d'anticorps universels pour fabriquer des tests sérologiques beaucoup plus fiables et sans animaux. Parce que, vu qu'on a besoin de tester de plus en plus de gens, eh bien, on a besoin de plus en plus d'anticorps pour ces kits, pour ces tests. Et souvent, on utilise des animaux, on les injecte le coronavirus pour que l'animal fabrique des anticorps, etc. Et donc, évidemment, c'est cruel, on va tuer ces animaux, etc., etc. C'est donc, voilà, nous avons aujourd'hui des technologies beaucoup plus performantes, beaucoup plus fiables que d'utiliser des animaux. Alors, là, je vous remercie pour votre participation. Donc, voilà, c'est à peu près une demi-heure ma présentation. Maintenant, c'est à vous à poser votre question et réponse et j'ai l'honneur
d'avoir Isor qui va m'aider. Et donc, Isor va me lire les questions les plus intéressantes, les plus pertinentes, et je vais faire mon mieux pour répondre. Merci André pour cette présentation. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints tout au long de la présentation d'André. Alors, on reçoit déjà les premières questions. Alors, notamment cette question. Dans le cadre des recherches pour la fabrication d'un vaccin sur le coronavirus, y a-t-il des laboratoires qui effectuent des tests sur les animaux? Et si oui, quels sont ces laboratoires? Alors, il y a beaucoup de laboratoires en ce moment qui veulent trouver un vaccin parce que, ben, évidemment, ça va leur apporter beaucoup d'argent si je réussis à faire vacciner la moitié de l'humanité. Il y a tant de labos, à mon avis, il y a plus que 100 labos qui sont concernés, donc je ne peux pas vous donner la liste de 100 labos, mais ce que je peux vous dire, c'est que les animaux les plus testés pour le virus actuellement, je dirais que c'est le furet. Le furet, pourquoi? Parce qu'on a choisi le furet parce qu'il éternue, donc il ressemble un tout petit peu, parce que les souris n'éternuent pas, par exemple. Donc, le furet est intéressant parce qu'il éternue, bien qu'il est beaucoup moins sensible au coronavirus que nous. Donc, c'est un animal que les chercheurs ont désigné comme modèle. Les singes macaques également sont utilisés. Donc, je dirais surtout le furet, le singe macaque. Et maintenant, on commence à chercher des souris. On commence à créer des souris génétiquement modifiées parce que les souris classiques ne sont pas du tout sensibles au coronavirus. Et donc, les chercheurs sont à la recherche, à la quête des souris génétiquement modifiées avec les bons récepteurs, les bons entre guillemets, les bons récepteurs pour essayer de créer un modèle qui va ressembler plus ou moins à la maladie. Donc, vu toutes les informations, toutes les données que nous possédons aujourd'hui, donc toutes les données humaines, et également les méthodes que j'ai décrites tout à l'heure, des méthodes in vitro qui sont très performantes et donc qui utilisent du matériel humain, donc des cellules immunitaires humaines. Donc tout à fait pertinent, tout à fait beaucoup plus fiable de toute façon que le modèle animal. Donc malheureusement, on utilise de plus en plus d'animaux maintenant. J'ai donné l'exemple des singes macaques et des furets. La prochaine question, s'il vous plaît. Isor, est-ce que tu nous entends? Oui, je l'entends très bien. La prochaine question. Pourquoi y a-t-il eu tellement d'opinions contradictoires chez les scientifiques? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, écoutez, la vraie science se joue sur les hypothèses. Et donc, vu que l'humanité a été surpris par ce virus, on n'a pas forcément encore toutes les réponses. Et donc, c'est plutôt des hypothèses. C'est toujours des hypothèses. On ne sait toujours pas d'où vient ce coronavirus. S'il est issu des marchés vivants ou d'autres pratiques, la proximité entre l'homme et les animaux sauvages, ou est-ce qu'il est issu d'un labo? J'espère, je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais j'espère qu'on saura la réponse dans les prochains mois ou peut-être dans les prochaines années. Mais voilà, donc on se base sur des hypothèses et c'est comme ça que fonctionne la science. Alors, une autre question. Un vaccin est-il possible d'ici 2021 ou en 2021? Alors, déjà, il y a des vaccins en cours d'essai clinique. Et déjà, ils ont déjà dépassé les premières phases. Normalement, il y a trois phases pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. La première phase, c'est en utilisant des volontaires sains. La deuxième phase, euh, vu que dans le cas d'un vaccin, ce n'est pas la même chose qu'un médicament, parce qu'un médicament, en deuxième phase, on teste sur des malades. Alors là, on ne va pas tester sur des malades, on va plutôt tester sur un nombre plus important de volontaires. Et donc, on passe si vous voulez, de 20 ou 30
volontaires sains en première phase. En deuxième phase, ça sera peut-être 2000 personnes, 1000 ou 2000 personnes. Et la troisième phase, c'est 10 000 personnes. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni. On postule, on demande, on propose aux gens de participer à la troisième phase de cet essai clinique du vaccin qui contient justement un virus de chimpanzé génétiquement modifié. C'est ce que contient ce vaccin. Voilà. Alors la question, bien sûr, quel est le problème, la problématique? Normalement, pour développer, tester et mettre un vaccin sur le marché, en moyenne, c'est au moins 10 à 15 ans, même jusqu'à 20 à 25 ans. Et là, en quelques mois, on est presque prêt à mettre un vaccin sur le marché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il faut s'attendre, par exemple, aux effets secondaires qui ne sont pas immédiats. Il y a des effets secondaires, surtout chez les vaccins, qui se voient après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ce n'est pas prudent d'aller si vite. Mais évidemment, les élus et les industriels collaborent, à mon avis, parce que sans cette collaboration, pas très saine à mon avis, à mon sens, ça ne pourrait pas évoluer si vite que cela. Il n'y a pas d'étude d'impact. À ma connaissance, il n'y a aucune étude d'impact. Normalement, quand on développe une nouvelle technologie, il faut présenter une étude d'impact. Une étude d'impact peut prendre des mois, voire des années, pour voir quel est l'impact possible sur la santé humaine, sur l'environnement, sur les autres espèces, etc., etc. Et donc, à mon avis, tout ça a été balayé vite, 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 vite. Et donc, le plus grand embarras, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gouvernements laissent évoluer si vite le développement vers un vaccin, c'est parce que leur plus grand cauchemar, leur plus grand embarras sera si la maladie disparaisse toute seule, même avant qu'on aboutit à mettre un vaccin sur le marché. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid-1 et le MERS. Ce sont des maladies virales provoquées par le coronavirus qui, toutes seules, sont parties, sont arrêtées sans qu'un vaccin. Il y a eu quelques tentatives, mais on n'a pas réussi à trouver un vaccin. Donc, voilà, à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles les élus et les industriels sont côte à côte et font avancer cette évolution pour arriver à trouver un vaccin de façon, à mon sens, irresponsable. Alors, André, on a une question qui complète un petit peu ce que tu viens de dire. La question est la suivante. Y a-t-il un risque de sortir un vaccin trop tôt? Alors oui, à nouveau, parce que justement, on ne connaît pas vraiment ces effets secondaires. On ne connaît pas ces effets secondaires. Alors, si je peux donner un exemple, dans les années 1955 à 1963, où on utilisait à l'époque les reins de chimpanzés pour la fabrication du vaccin contre le polio. Alors, en l'occurrence, ces reins de chimpanzés étaient contaminés par un virus qui s'appelle virus SV40. Alors, SV, c'est virus simien, donc c'est primate. Ça se trouve naturellement, si vous voulez, chez les chimpanzés. Et ce virus, donc ce virus SV40, est le virus le plus carcinogène connu à la science. Ça veut dire qu'il provoque des cancers. Alors, on s'est aperçu que ces cultures cellulaires qu'on utilisait pour fabriquer des vaccins étaient contaminées après coup. Ça veut dire que des millions de personnes avaient déjà été vaccinées. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention quand on fabrique un vaccin qui contient du matériel issu d'origine animale et qu'on va faire vacciner des millions et des millions de personnes. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un jeu d'enfant du jour au lendemain, dire voilà, on a un vaccin qui va bien marcher.
ça c'est irresponsable. Je dirais presque que c'est de la fraude scientifique. Alors, une autre question, pourquoi continuer à tester sur les animaux alors que l'on sait que 80% des tests ne sont pas pertinents? Alors, c'est encore pire que cela, parce que aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Et donc, malheureusement, le modèle animal est toujours et encore aujourd'hui le paradigme actuel de la recherche biomédicale. Donc, beaucoup de chercheurs, malheureusement, c'est tout ce qu'ils savent. Ils sont dans leur bulle. Ils sont brillants. Ils sont brillants. Je ne discute pas. Ils sont brillants, mais ils ont fini leur diplôme. Ils ont achevé un cursus universitaire et se sont lancés directement dans la recherche et, ils ont appris que, ben, écoutez, si vous voulez faire avancer votre carrière, il faut publier des articles, beaucoup d'articles. Il n'y a rien de plus facile que d'utiliser des animaux pour rédiger des articles. Et donc, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Et ces gens qui sont brillants, ces jeunes chercheurs qui sont brillants, n'ont pas, à mon sens, été suffisamment exposés aux arguments de la complexité, de la biologie évolutionnaire, etc. Parce que aussitôt qu'on comprend ce que c'est la complexité, qu'une espèce ne peut pas prédire l'effet d'une perturbation sur un autre système complexe, eh bien voilà, on comprend qu'on ne peut pas utiliser une espèce pour étudier des maladies chez une autre espèce. C'est un non-sens scientifique. Voilà. Mais malheureusement, c'est encore le paradigme actuel de la recherche biomédicale, pas seulement en France, mais dans tout le monde. Ça change, mais très lentement. Alors, une autre question, s'agit-il de la plus grande catastrophe sanitaire des 100 dernières années, alors que le Covid-19 n'est que la 17e cause de mortalité? Alors, je ne suis pas expert en statistiques, mais je dirais que l'expérimentation animale est peut-être la plus grosse erreur de l'histoire de la médecine. Et à partir de la recherche biomédicale, utilisant des modèles animaux, eh bien, nous avons plein de catastrophes et nous aurons encore des catastrophes si nous continuons à utiliser ce paradigme qui appartient au 18e siècle, au 19e siècle. Donc, 1865, Claude Bernard, etc. Qui à l'époque, qui était considéré comme brillant, etc., etc. Mais pour lui, le foie d'un homme et le foie d'un chien, ça fonctionnait de la même façon, sauf que le foie du chien était un peu plus petit que l'homme. Ben, aujourd'hui, il faut dépasser cette mentalité quand même. Alors, une autre question, quelles ont été les principales fake news au sujet du coronavirus? Alors, il y a eu tant de fake news que je ne sais pas où commencer, donc je préfère ne pas me prononcer. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui avec ce webinaire, c'est justement de vous apporter des faits. Donc, les dernières études, les actualités, etc., etc. Il y a malheureusement eu justement des fake news qui a provoqué des gens à commettre des atrocités envers leurs animaux de compagnie, etc., etc. Je préfère ne pas entrer là-dedans. Mais voilà, donc, les nouvelles sont plutôt bonnes en ce qui concerne nos animaux de compagnie et même les animaux de ferme. C'est vraiment une pandémie propre à l'homme. Et c'est peut-être, on pourrait même philosopher là-dessus pour dire que c'est la nature qui essaye de secouer un tout petit peu l'humanité pour lui dire essayez de réveillez-vous. Alors, une autre question, André. Est-ce que les modifications génétiques sont susceptibles de donner naissance à de nouveaux pathogènes ou des mutations? Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, bien sûr. Est-ce que les modifications génétiques sont susceptibles de donner naissance à de nouveaux pathogènes ou des mutations? Alors oui, justement, c'est en manipulant ces virus dans des conditions de laboratoire que nous fabriquons des nouveaux pathogènes.
qui est très, très dangereux d'un côté. De l'autre côté, ce que j'ai discuté, ce que j'ai présenté dans ce webinaire, c'est le fait de garder différentes espèces dans des conditions insalubres et de les entasser et l'élevage intensif. Tout cela, ce sont des conditions idéales pour encourager les virus à muter. Question. La prochaine question. Il semble qu'il n'y ait eu aucune autopsie de victimes du Covid. Pourquoi cela ne serait-il pas le meilleur moyen de connaître les dégâts faits par le virus au corps humain et de trouver le meilleur remède? Alors, je pense bien qu'il y a eu beaucoup d'autopsies. Il y aura eu beaucoup d'autopsies. Mais de toute façon, beaucoup de personnes malades ou très malades auront subi des radios, des scans, l'imagerie, etc., des prises de sang. Donc, déjà, on aurait beaucoup de données à partir des personnes malades, très malades et des personnes décédées. Donc, à mon avis, nous avons tous ces données. Nous avons plein de données humaines. C'est une autre raison pour laquelle on n'a pas besoin de toucher les animaux. Autre question. Que répondre à l'objection: si on ne teste pas sur les animaux, on expérimentera donc sur l'homme? D'ailleurs, les tests sur les animaux ne servent-ils pas à rassurer les gens pour leur dire qu'on ne passe pas directement aux essais cliniques? Alors, c'est une très, très bonne question et je remercie beaucoup la personne qui l'a posée. Malheureusement, les industriels, surtout l'industrie pharmaceutique, fait un amalgame entre la réglementation et la science. C'est-à-dire que aujourd'hui, selon la réglementation, il faut tester un nouveau médicament sur un rongeur, normalement le rat, et un non-rongeur, normalement le chien ou le singe, avant de passer aux essais cliniques chez l'homme. Donc ça, c'est une exigence réglementaire. Cette exigence réglementaire date de 1946, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce que l'on appelle le procès des médecins à Nuremberg. Et cette exigence réglementaire n'a pas été mise à jour depuis. Et donc, nous avons une situation aberrante aujourd'hui où la réglementation a 70 ans de retard par rapport à nos connaissances actuelles. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est modifier, c'est changer, amender cette réglementation pour qu'on exige de tester sur des méthodes fiables, pertinentes à l'homme et qu'on laisse tomber les tests sur les animaux. Donc, souvent, les industriels vont mettre en avant en disant on n'a pas le choix. On teste sur les animaux parce qu'on est obligé par la loi. Tout en oubliant, entre guillemets, que cette exigence est tout à fait dépassée et ridicule. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aucune espèce n'est un modèle biologique pour une autre espèce. Nous avons la preuve, selon les données du FDA, donc c'est la Haute Autorité de Sécurité Sanitaire aux États-Unis. Selon cet organisme, sur 10 médicaments qui auront réussi les tests sur les animaux, 9 sur 10 vont échouer au cours des essais cliniques. Ça veut dire 90% vont échouer. Alors, si cela n'est pas un exemple très, très clair pour expliquer que le modèle animal n'est pas performant, parce que 10%, si vous voulez, un résultat de 10%, c'est en dessous de 50%. 50%, c'est pile ou face. C'est pile ou face. Donc tester ces animaux, c'est beaucoup moins performant que de jouer à pile ou face. Et donc, ça veut dire que vraiment, il faut sortir de ce paradigme de toujours tester ces animaux. Alors, évidemment, si on veut mettre un nouveau médicament sur le marché, on ne va pas directement passer à l'homme. Il faut passer par les tests in vitro et d'autres tests fiables et pertinents pour l'homme. Alors, automatiquement, cela exclut tout test sur les animaux, automatiquement.
Alors, autre question. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle le virus infecterait en réalité des bactéries du système digestif et ces bactéries seraient donc des bactéries qui véhiculeraient le virus dans le corps, provoquant ainsi l'inflammation des organes touchés, par exemple le système vasculaire, le cœur, le poumon, les reins, le foie, etc. Alors, question très, très intéressante et je remercie la personne qui a posé la question. Eh bien, figurez-vous qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de virus que de bactéries dans nos intestins. Et donc, il y a à nouveau une sorte de harmonie ou symbiose entre, quand nous sommes en bonne santé, eh bien, nous avons plus de bactéries et de virus que de cellules humaines dans notre corps. Ça, c'est un fait. Et donc, oui, il y a des virus qui parasitent les bactéries. Ces virus sont appelés des bactériophages. Et donc, ils parasitent les bactéries. Mais si vous voulez, tout, tout le monde, tous les organismes, ou beaucoup d'organismes, parasitent les uns sur les autres. C'est la nature, c'est quelque chose qui a évolué au cours de millions d'années. Et donc, tant que nous habitons, tant que nous vivons en harmonie avec nos bactéries, avec nos virus, eh bien, ça se passe bien. C'est au moment où il y a un déséquilibre. Moi j'utilise la phrase franchir des barrières naturelles. Qu'est-ce que c'est franchir des barrières naturelles? Eh bien, par exemple, nous ne sommes pas censés de manger des chauves-souris, à mon sens. Normalement, on ne croise pas des chauves-souris dans la vie quotidienne. Mais au moment où nous mangeons du cerveau de singe, où nous mangeons des chauves-souris et des pangolins, etc., à mon avis, nous franchissons les barrières naturelles. Et là, on déséquilibre cette harmonie, on comment dirais-je, on a un contact beaucoup trop étroit avec ces espèces sauvages que normalement, on n'aurait pas dû croiser. Donc, l'homme, au cours de son évolution, des millions d'années, eh bien oui, il a domestiqué, il a des animaux de ferme, etc. Eh bien, ces animaux, nous vivons avec ces animaux pendant des milliers d'années. Donc, nous sommes habitués à leur virus, bactéries, etc. Tandis que les animaux sauvages, ce n'est pas le cas. Et voilà, à mon avis, c'est un déséquilibre provoqué par le fait que nous franchissons ces barrières naturelles. Alors, autre question qui est, vous parliez de méthodes d'expérimentation sans animaux pour le coronavirus. Quelles sont-elles et pourquoi ne sont-elles pas utilisées? Alors, je pense qu'elles sont bien utilisées. Le seul problème, c'est que beaucoup de ces méthodes dites in vitro et ces méthodes, ces technologies, organes sur puce, etc., système immunitaire sur puce, etc. Donc, il existe des méthodes, des technologies beaucoup plus fiables et beaucoup plus performantes que les tests sur les animaux. Et ces technologies sont bien utilisées, mais tout en phase préclinique. Ça veut dire avant de passer aux essais cliniques chez l'homme. Et tant que ces méthodes-là ne seront pas validées et ne sont pas reconnues par les autorités de réglementation, eh bien, elles joueront un rôle supplémentaire ou complémentaire, mais elles ne vont pas remplacer les tests sur les animaux. Alors, c'est un point très important à comprendre parce que c'est très frustrant pour des chercheurs, pour des entreprises de start-up qui développent des méthodes non animales très performantes, beaucoup plus fiables que les tests sur les animaux, mais à un moment donné, il faut passer par ce que l'on appelle la validation. Si vous voulez remplacer un test sur un animal, parce que les tests sur les animaux sont encadrés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par cette réglementation qui date de 70 ans. Et donc, il faut franchir cet obstacle. Et pour remplacer un test sur un animal, eh bien, il faut passer par la validation. La validation, en moyenne, c'est un processus qui dure 7 ans. Donc, c'est chronophage,
c'est lourd, on pourrait faire beaucoup plus vite si on voulait, et ça coûte beaucoup d'argent également. Et donc, pas beaucoup d'entreprises ni de chercheurs ont les moyens ou le temps de faire valider leurs méthodes. Et donc, tant que ces méthodes ne seront pas validées, ils seront bien utilisés en phase préclinique, mais au moment où il faut obtenir une autorisation de passer aux essais cliniques chez l'homme, à ce moment-là, les autorités de réglementation vont dire « Donnez-nous les données issues des tests sur les animaux, le rongeur et le non-rongeur, s'il vous plaît. » C'est ce qui nous intéresse. Alors oui, vous pouvez nous fournir les autres données. C'est très intéressant. On va prendre tout cela en compte. Mais si vous voulez obtenir la permission, l'autorisation de passer aux essais cliniques, eh bien, il nous faut les données des tests sur les animaux. Et donc, voilà ce qui bloque. Donc, nous avons un effet, si vous voulez, entonnoir. Il y a beaucoup de méthodes performantes in vitro qui font la queue et qui sont bloquées par ce système de validation qui n'est pas performant du tout, qui bloque, qui ralentit, qui bloque, et en même temps qui permet à l'industrie, les industriels, ici c'est l'industrie pharmaceutique ou chimique, de continuer à tester sur les animaux. Et ce système, cette situation convient tout à fait aux industriels parce que là, ils ont la possibilité de choisir l'espèce et la souche de rat qui leur convient le plus pour obtenir le bon résultat. Et ils peuvent mettre à la poubelle tous les mauvais résultats. Donc, tous les tests sur les animaux qui n'ont pas abouti, qui n'ont pas donné la réponse souhaitée, eh bien, il les met à la poubelle et c'est confidentiel. Si vous voulez, c'est un secret commercial. Ils n'ont pas besoin de dévoiler, sauf s'il y a un procès contre une entreprise à cause des effets secondaires, etc. chez l'homme, quelque chose de très coûteux, très compliqué, mais ça s'est passé. Voilà, prochaine question. Prochaine question. Alors, on a d'abord des petites remarques qui sont suivies de cette question. Les marchés d'animaux sauvages en Chine sont en principe interdits mais continuent d'exister. Les dangers qui en découlent sont connus, mais les échanges et déplacements vont continuer avec les risques connus. Le professeur Didier Raoult parle de pression ingérable au point de mettre la recherche en danger. La Commission européenne continue de financer l'expérimentation animale et douter des méthodes alternatives. Va-t-on vers un 21e siècle d'un déclin de la médecine et de l'intérêt général au profit des intérêts particuliers, profitant à quelques laboratoires qui dérivent? Alors, très bonne question. Merci beaucoup à la personne qui a posé la question. Eh bien, figurez-vous que oui, les lobbies des industriels sont très, très puissants. Mais ce que je constate, c'est que l'opinion publique, une fois informée et mobilisée, est encore plus puissante. Et c'est la raison pour laquelle je reste optimiste. Ça veut dire que, je vous donne l'exemple du Botox. Donc, le Botox, c'est un produit à la fois cosmétique et médical. Donc, cosmétique, c'est pour enlever les rides des gens. Et ce produit contient la toxine botulique. C'est la toxine la plus puissante connue à la science. Et pourtant, une campagne aux États-Unis a réussi à convaincre le fabricant du Botox de remplacer ces tests sur des souris. Donc, ces tests coûtaient la vie à des milliers, des millions de souris. Finalement, le fabricant a mis sa main dans sa poche et il a développé une méthode complètement sans animaux, performante, qui a été approuvée par la Haute Autorité de sécurité sanitaire aux États-Unis. Ça, c'est en 2011. Et donc, pourquoi est-ce que je donne cet exemple? Parce que vous avez la preuve que l'obstacle le plus grand n'est pas la technologie. Donc, nous possédons aujourd'hui la technologie pour remplacer les tests sur les animaux pour la substance la plus toxique connue à la science. Et donc, l'opinion publique, aussitôt que l'entreprise ou le fabricant soupçonnait que ses actions allaient baisser, eh bien, il a tout de suite mis la main dans sa poche. Donc, c'est le pouvoir du consommateur. Le pouvoir du consommateur est très, très puissant. On voit ça actuellement avec la pandémie du coronavirus parce que beaucoup de compagnies aériennes
se sont mis à genoux. Aussitôt que les gens arrêtent de prendre l'avion, puisque nous le faisons tous en même temps. Tout le monde en même temps a arrêté de prendre l'avion. Et donc, pour vous montrer la puissance du consommateur. Et c'est ce qui s'est passé avec le Botox également. Donc, le problème n'est pas la technologie. Nous possédons aujourd'hui la technologie pour remplacer tous les tests sur les animaux. Le défi le plus grand, le plus important, c'est la communication. Comment communiquer ce que je vous ai expliqué aujourd'hui au grand public, aux élus, aux gens qui n'ont pas forcément une formation en médecine ou en sciences, mais ça ce n'est pas l'essentiel, mais c'est communiquer parce que si nous agissons tous ensemble, comme on le voit très très clairement avec cette pandémie, où les gens ont arrêté d'acheter certains produits, où ils n'ont pas pris l'avion, etc., vous rendez compte quelle puissance nous avons quand nous sommes unis en tant que consommateurs. Voilà. Et donc, ça, c'est la réponse. Si nous voulons faire changer les choses, il faut agir en tant que consommateurs informés. Et là, aujourd'hui, j'espère que vous avez appris des choses. Ça vous aidera. Et je pense qu'il y aura les choses vont évoluer. C'est une question quand ou à quelle allure. Évidemment, nous voulions que ça évolue le plus vite possible. Mais voilà, c'est la raison pour laquelle je reste optimiste parce que je pense que l'opinion, je ne le pense pas, je le sais, je le sens, que l'opinion publique informée est plus puissante que la corruption et la puissance économique des lobbies. Alors, autre question. Que faut-il changer dans la réglementation dans la réglementation pour que les méthodes substitutives soient valides sans essai animal? Alors, petite précision, au niveau européen et au niveau français, que faut-il changer? Au niveau français, nous dépendons de l'Union européenne, donc on peut pas changer les choses tout seul. Il faut faire ça avec les autres membres, les autres États membres de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, d'abord, il faut changer la réglementation qui exige de tester sur des rongeurs et des non-rongeurs au lieu de tester sur des méthodes fiables et pertinentes. Donc, c'est principalement ce qu'il faut faire. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure également, le processus de validation qui est chronophage et pas du tout performant, eh bien, il faut l'adapter, il faut le modifier pour que quelque chose qui est aujourd'hui disponible et performant et scientifiquement rigoureux, eh bien que il ne faut pas attendre 7 ans pour que ça soit validé, parce que d'ici 7 ans, eh bien, je vous assure que cette technologie va dépasser par d'autres technologies. Donc, quel intérêt pour le fabricant ou l'entreprise qui développe ces méthodes alternatives s'ils doivent attendre 7 ans? C'est un non-sens. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le processus de validation actuel. Alors, une autre question. Alors, les questions commencent à devenir très nombreuses. Les ONG de l'environnement demandent plus de tests pour la sécurité du consommateur, aluminium dans les vaccins, glyphosate. Sont-elles informées de la non-fiabilité du modèle animal? Alors, je fais mon mieux pour informer justement les ONG parce qu'elles ne sont pas toutes informées à ce sujet. La question de l'expérimentation animale est un sujet très, très complexe. Je fais mon mieux pour vulgariser les informations et les transmettre à un maximum de personnes. Je propose d'ailleurs des formations pour des militants. Il y a sur YouTube, par exemple, des formations pour les militants. Et donc, si parmi vous, vous êtes en contact avec des OGM qui sont de ONG, pardon, qui ne sont pas à jour par rapport aux méthodes de remplacement des tests sur les animaux, eh bien, je serais ravi de prendre contact avec ces personnes pour leur expliquer
pourquoi le modèle animal est un non-sens et pourquoi le modèle animal va à l'encontre de notre santé et celle de l'environnement. Je sais que malheureusement, ben, pas toutes les associations sont au courant. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important pour ProAnima et pour Antidote Europe. C'est vraiment d'apporter ces informations à ces gens pour les informer qu'il faut absolument arrêter les tests sur animaux et utiliser les méthodes beaucoup plus fiables sans animaux. Alors, autre question, lorsque l'on parle de méthodes substitutives à l'utilisation d'animaux, il est souvent répondu que ces nouvelles méthodes ne permettent pas d'avoir un corps entier qui permettrait de connaître l'effet de la molécule sur tout le système biologique et non seulement sur un organe ou une cellule. Que peut-on répondre à cela? Alors, il y a deux réponses. La première réponse, c'est que nous sommes des systèmes complexes et donc le système complexe du rat ne peut pas prédire l'effet d'une perturbation sur le système complexe du chat, du chien, du singe ou de l'homme. Donc, il faut d'abord, si vous voulez, démanteler le modèle animal. Parce que si je teste un médicament sur 5 différentes espèces animales, je vais peut-être obtenir une réponse différente chez chacune. Et je ne vais pas savoir laquelle est pertinente pour l'homme. Et c'est justement l'exemple que j'ai donné de la Haute Autorité de sécurité sanitaire aux États-Unis, le FDA. Selon cet organisme, 9 sur 10 médicaments vont échouer au cours des essais cliniques, alors que 10 sur 10 étaient performantes chez les animaux. Donc là, vous avez le meilleur exemple. Donc vous avez un taux d'échec 9 sur 10. 9 sur 10 médicaments vont échouer au cours des essais cliniques. Donc là, pour moi, c'est la preuve que le modèle animal n'est pas fiable, n'est pas performant. Alors les tests, aujourd'hui, sachez que les tests substitutifs, pour être acceptés au niveau réglementaire, eh bien, on s'attend que leur taux de fiabilité est dans les 85-90%. Donc, c'est un taux de fiabilité que le modèle animal, tout simplement, ne peut pas atteindre. Il ne peut pas atteindre ce taux de fiabilité, alors que les méthodes substitutives qu'on utilise aujourd'hui pour être acceptées au niveau réglementaire, eh bien, c'est le niveau et sont capables. Et ce n'est pas forcément un test pour remplacer un animal. Il faut comprendre que c'est souvent une gamme de tests. Chacun a son côté fort et son côté moins fort, mais justement, c'est pour éviter le plus possible les réponses faux positives ou faux négatives. Autre question, peut-on craindre dans la course actuelle au vaccin contre le coronavirus des expérimentations abusives sur les animaux? Ces expérimentations peuvent-elles faire progresser la recherche? Malheureusement, oui, les animaux sont utilisés actuellement pour tester le vaccin et on les tue à la fin de l'étude pour voir les effets dans le corps, etc. Mais tous les tests sur les animaux ne vont pas nous apporter des données pertinentes pour l'être humain. Le problème, c'est que le modèle animal n'est pas prédictif. Donc, on peut, si vous voulez, on peut tester sur 10 espèces différentes et peut-être une espèce va réagir plus ou moins comme l'être humain. Mais comment le savoir avant? C'est-à-dire, il faut tester sur l'homme et après, on va dire, ah oui, l'homme réagit comme celui-là, numéro 6 sur la liste. 6 sur 10, eh bien, il correspond à cette espèce-là, numéro 6. Mais on le sait seulement après coup. Et si on utilise ce genre de stratégie, eh bien, comme nous l'explique la Haute Autorité de sécurité sanitaire américaine, eh bien, 9 sur 10, on va échouer. 9 sur 10, on va échouer. Ça, ce n'est pas acceptable.
Ce n'est pas acceptable parce que c'est pire que de jouer à pile ou face. On aurait eu un meilleur résultat en jouant à pile ou face pour savoir oui ou non est-ce que ce traitement va fonctionner chez l'homme. Tout simplement en jouant à pile ou face. Donc un résultat 1 sur 10, c'est tout à fait inacceptable. Alors, autre question. Vous êtes très nombreux à nous poser des questions. Alors, oui, que répondre à ceux qui disent que 10% de fiabilité, c'est quand même super et que cela justifie donc les tests sur les animaux? Alors, ça veut dire que la personne qui pose la question, ça veut dire que, oui, je suis d'accord, 10% c'est mieux que zéro. Mais 10%, c'est pire que jouer à pile ou face. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et les technologies disponibles aujourd'hui nous apportent des résultats qui sont fiables dans les 80-85%. Alors, pourquoi accepter 10% si on peut jouer pour 85%? Et il faut comprendre autre chose. Quand j'utilise l'exemple du FDA, donc les 9 sur 10, ce n'est pas un taux de réussite de 10%. C'est une corrélation rétrospective. Ça veut dire que quand on fait la corrélation ou la comparaison entre les effets toxiques qu'on constate sur les animaux et puis les effets secondaires qu'on constate chez l'humain, à ce moment-là, on peut dire, ah oui, il y a le taux d'échec est 9 sur 10 après avoir testé chez l'homme. Donc, on a déjà testé sur l'homme. Ça veut dire qu'on a provoqué des dégâts chez l'homme. C'est ce qu'il faut comprendre. Et à partir de ce taux d'échec de 9 sur 10, on peut dire, oui, voilà. Donc, cette corrélation rétrospective nous permet de dire que 1 sur 10 médicaments va réussir au bout des essais cliniques après avoir passé les tests sur les animaux. Et maintenant, n'oublions pas autre chose, qu'après les tests, après les essais cliniques chez l'homme, on aura testé ce nouveau médicament chez peut-être 1500, 2000 personnes, tout au plus. Et à ce moment-là, le médicament obtient son autorisation de mise sur le marché. Et à ce moment-là, des millions de personnes seront exposées à ce médicament. Et si au cours de 3, 4, 5 ans, on constate que ce médicament tue une personne sur 5000, eh bien, il va être retiré du marché parce que c'est inacceptable. Selon les autorités de la réglementation, normalement, c'est inacceptable. Mais on ne va pas constater un taux de mortalité de 1 sur 5000 aux causes d'essais cliniques puisqu'on a testé seulement sur 1500 personnes. Autre question, que pensez-vous de l'hypothèse que la transmission du virus entre la chauve-souris et le pangolin serait que les fourmis mangeraient les chauves-souris quand elles tombent à terre et qu'elles meurent? Écoutez, ça c'est très, très intéressant. J'ai pas du tout pensé à cette possibilité, à cette hypothèse. Tout est possible. Comme j'ai dit, il faudra attendre, il faudra patienter peut-être des mois, peut-être des années, et peut-être on ne le saura jamais. Mais j'espère que on connaîtra l'origine du coronavirus, si c'est à partir du pangolin ou si c'est issu d'un laboratoire. Voilà. Ensuite, une autre question. Les ONG de l'environnement demandent plus de tests pour la sécurité du... Non, cette question nous a déjà été posée. Alors, autre question. Pourquoi la chloroquine et l'hydroxychloroquine défendues par le professeur Raoult font-elles autant débat? À nouveau, c'est une question très intéressante. Je ne peux pas répondre pour deux raisons. Premièrement, je suis vétérinaire et pas médecin. Et deuxièmement, le comité scientifique d'Antidote Europe et de ProAnima ne sont pas habilités à donner des conseils médicaux. Donc, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. André, pour le moment, nous avons répondu à toutes les questions des participants. D'accord. Alors, dans ce cas, je pense qu'on peut remercier tout le monde vivement
J'ai présenté tout ce que je voulais présenter. Je pense que vous avez posé des très, très bonnes questions. Et donc, comme je l'ai dit, le webinaire sera disponible sur replay très bientôt. Et à ce moment-là, vous pouvez le diffuser à tous vos amis qui auront voulu peut-être l'écouter et qui n'ont pas eu l'occasion. Et donc là, je vais arrêter l'enregistrement.